certains médias ou certaines structures te mettent dans la tête des gens qu'on est des pollueurs et qu'on fait ça par plaisir. Quand on dit déverse les produits, mais à un moment donné, ça coûte une blinde ces produits-là. On va pas aller les mettre par plaisir. Je pense pas pouvoir dire que j'ai pensé au suicide, mais tu dis, mais je vois plus comment ça va aller devant, donc tu pourrais quoi. J'ai l'impression que les ministres de l'Agriculture, dans 99% des cas, ils ne comprennent rien à l'agriculture. Si t'attends que l'État vienne t'aider et te soutenir, la viande, il y a des endroits, quand tu utilises des hormones pour faire de la viande, si tu l'autorises pas chez nous, ok, mais tu la fais pas importer pour que les gens en mangent en France. Et la concurrence, dans ce cas-là, elle devient déloyale. Tu vis pauvre et tu meurs riche. Tu as créé un capital que tu as monté au fur et à mesure, t'as repris, t'as racheté des terres, t'as construit des bâtiments, et c'est le jour où tu vas les céder ou t'arrêtes ton activité que là, t'as un capital de 2 millions d'euros, alors que t'as vécu avec 1000 balles par mois pendant toute ta vie. Quand je te dis moi que j'ai mis 25 ans avant de partir en week-end, bah ouais, on a trimé. C'est quoi la réalité selon toi? Combien ça gagne un agriculteur et c'est comment la rémunération en fait? De par mois à par mois. Bienvenue à tous et toutes sur À Poil et Sans Filet, le podcast des dirigeants sur des sujets brûlants. Aujourd'hui, je reçois Thierry Baillet, les agriculteurs. On va parler des dessous de son métier, les galères, le rythme de travail, combien ça gagne, mais aussi tous les enjeux liés à l'agriculture aujourd'hui. Voilà, j'ai envie de faire découvrir ce métier que tout le monde apprécie en général en France, mais personne ne comprend. Puis ben voilà, pourquoi il y a une colère aujourd'hui des agriculteurs? Est-ce qu'elle est légitime? On a essayé vraiment de répondre à toutes ces questions avec le plus de sincérité avec Thierry, donc j'espère que ça vous plaira. Avant ça, je suis un podcast indépendant pour grandir. J'ai vraiment besoin de votre soutien, donc si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, à mettre 5 sur 5 sur les plateformes audio, Spotify, Apple Podcast et puis toutes les autres. Et puis aussi à mettre un petit commentaire si ça vous a plu pour que je sache si c'est le cas. Et puis aussi ce qui vous a peut-être interrogé pour que je puisse mieux orienter mon contenu. Donc vraiment, voilà, partagez-le à vos amis. Faites grandir ce podcast avec moi parce que moi, je le fais tout seul. Parfois, c'est difficile de savoir ce que vous pensez derrière l'écran. Donc voilà, merci pour votre soutien et à très bientôt. Bonne écoute de cet épisode avec Thierry. Bienvenue à tous et toutes dans À Poil et Sans Filet, le podcast des dirigeants sur des sujets brûlants. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Thierry Baillet. Bonjour, salut, ça va? Pas trop chaud, ça va? Un peu chaud, mais bon, ça va. Ouais. Donc là, on tourne, il fait 31-32 degrés. Thierry, il sort de la campagne, il fait quand même plus frais ou pas? Ah un petit peu, ouais, mais bon, c'est pareil, ça chauffe quand même dur et ça commence à être sec, quoi. Bon, tu veux nous en parler de ton quotidien d'agriculteur, justement, et de youtubeur. Donc, on va parler des réalités derrière la vie d'agriculteur, le rythme, le salaire, les difficultés. Et puis aussi prendre un petit peu de champ sur l'entrepreneur que c'est un agriculteur en fait. Donc je suis très content de te recevoir parce que tu vulgarises vachement bien ces sujets. Merci. Et je te pose du coup ma première question pour entrer dans le vif. C'est quand la dernière fois, Thierry, que tu t'es senti à poil et sans filet? Alors, c'est peut-être pas la dernière fois, mais c'était l'une des fois où j'ai vraiment senti que t'étais lâché et tu maîtrisais pas. Je sais pas si toi, t'as déjà ressenti ton sang qui se glace. J'ai ressenti ça à un moment donné quand j'ai croisé une personne qui était un gars que je vais appeler Monsieur M et avec qui, alors ça date pas d'hier, hein, c'est pour ça que je te dis c'est pas récent, 98. Le mec un jour il est arrivé devant chez moi avec sa pelleteuse pour défoncer le jardin et la maison. Alors Ta maison. ouais, si on revient en arrière, pourquoi? C'était un gars que j'avais dans mon centre équestre, j'ai une partie pension de chevaux dans l'activité agricole et on avait fait entre guillemets ami, c'était un entrepreneur aussi, il faisait des travaux. Et puis moi, je lui ai laissé une partie avec des chevaux en pension. Donc on avait fait un échange gagnant-gagnant. Et à un moment donné, il a pété un câble. Il a dit, tiens, je vais te refaire la liste de tout. Il m'a foutu au tribunal après. Et le mec, à un moment donné, comme il n'était pas content de ce qui se passait, il est arrivé devant chez moi avec la pelleteuse. Et voilà. Et ça a créé un moment hyper compliqué, sachant qu'à l'époque aussi, mon père était un peu affilié là-dedans. Et il m'avait quelque part lâché en disant, écoute, je te laisse la faire, tu te débrouilles, quoi. Et là, ça a été hyper compliqué. Et c'est là où j'ai ressenti à un moment donné où tu te dis, merde, t'es tout jeune entrepreneur, hein, c'est ça, parce que agriculteur, c'est entrepreneur. T'as fait une affaire avec quelqu'un, ça s'est mal passé, et tu finis. Alors moi, mon beau-père avait été courir après, il s'était fait retourner. Enfin, on a eu tout un moment hyper compliqué. Et là, quand je l'ai recroisé une fois, c'est le sang qui se glace. Mais c'est là où j'ai compris ce que c'était. Et là, je me suis dit, mais comment je fais à un moment donné où t'es jeune et tu sais pas au niveau économique, moi, il m'avait tiré 118 000 balles aussi au tribunal, francs à l'époque. Mais c'était énorme, quoi. C'était un gap énorme. Ça serait maintenant, je dirais, c'est bon, je suis assis, je vais m'en sortir. Mais là, c'était vraiment un moment hyper compliqué. C'est là que tu apprends aussi que dans la vie, tu n'es pas toujours soutenu. Et puis, il faut apprendre à redécoller, ce qui n'est pas facile. Mais ça te concrétise des choses et ça m'a fait évoluer aussi et avancer un peu dans ma vie. Qu'est-ce que tu as retenu de cette histoire principalement? Qu'est-ce que tu as retenu de cette histoire principalement? Il fallait toujours faire attention, que les tribunaux, c'était pas toujours des bons résultats parce que
Ils ont fait un mauvais jugement. Le mec, il avait pas de devis, il avait pas de truc signé. Ils m'ont fait payer alors qu'entre deux entrepreneurs, normalement, ça peut pas se faire. Si t'as pas fait un devis signé, ben voilà. Qu'ils ont fait un jugement, j'allais dire, applicable directement, ce qui est pas normal non plus. Et que pour finir, tu as beau prendre un avocat et t'es accompagné, ben non, tu peux être complètement lâché et te retrouver à poil et sans filet, quoi. Et ben ça commence bien, mon cher Thierry, je vois ça. En plus, je crois que tu as eu une histoire d'incendie, moi tu nous en parleras tout à l'heure, Ouais. mais c'est aussi une grosse galère que tu as vécue, qui a dû te mettre à poil, non? Ouais, alors c'est pas le premier incendie que j'ai parce que incendie de paille, j'en avais eu un en 2003 qui m'avait bien embêté aussi. On a des meules de paille qu'on stocke parce que l'activité centre caisse a besoin de paille, donc on produit notre paille et puis tu la stockes pour l'année. Puis là, arrivé au mois de mars, alors bah, tu vois, c'est arrivé l'année dernière, il y a quasiment pile un an, où ce bâtiment a rebrûlé une deuxième fois. Ben, c'est pareil, euh, c'est pas évident, quoi, parce que c'est ton stock, c'est ton travail, c'est ton activité que tu vois partir en fumée, quoi. Et là, à l'inverse, c'est mon garçon qui l'a vu partir parce que nous, on était en Normandie partis en week-end. Et bah, c'est lui qui l'a subi et nous, on lui a pas répondu parce que mon téléphone est coupé la nuit. On est arrivé que le matin et là, c'est lui qui s'est retrouvé un peu dans la difficulté à devoir vivre ça. Pendant la nuit. Ouais, pendant la nuit. Waouh! Il a quel âge C'était. ton fils? Alors, il a 27 ans, hein, c'est pas un gamin, mais c'est aussi un jeune entrepreneur dans le monde agricole. Il reprend, on est associé. Et bah, c'est des moments compliqués à vivre. Alors, après, il faut comprendre que bah, c'est une expérience et quelque part de vivre ça, bah, ça te fait avancer. De toute façon, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts à un moment donné. Bah, ouais, ok, c'est compliqué, voilà, mais quelque part, c'est important d'arriver à le vivre, à le digérer, à l'assumer. Et puis, tu mets un peu de temps, tu downs. Et puis maintenant, on est en train de rebondir un an après parce qu'on a un nouveau projet. Ça nous a obligés à bouger nos lignes. Et quelque part, tu dis, bah, c'est peut-être un mal pour un bien parce que bah, on va rebouger le bâtiment, on va le mettre ailleurs, on va reconstruire autre chose. Ça nous a poussé à réfléchir aussi. Parfois, les accidents t'aident à avancer dans ton travail et dans ta réflexion. Et je vais pas dire que c'est toujours anodin, enfin, ça fait toujours mal, mais ça te fait avancer quand même, quoi. Et est-ce que tu as été tu dit que tu avais pas été vraiment aidé par, ni l'État, ni, les institutions agricoles dans ce genre d'accidents, qui font en fait, qui détruisent ton exploitation quand même, tu vois? Bah, Qui mettent à après, mal ton c'est business donc ouais, alors, c'est vrai? Qu'est-ce qui se passe? c'est le côté assurance s'est bien passé, ça a mis du temps, c'est toujours trop long, c'est toujours trop compliqué, mais ça s'est bien placé globalement. On était, je pense qu'on va s'en sortir là-dessus, ça va aller, même s'il y a des trucs qui sont un peu complexes. Mais après, c'est le soutien moral parfois où tu te dis, tiens, on a des institutions agricoles, des gens qui sont responsables, un coup de fil pour avoir un petit message. Tiens, ça s'est bien passé. Enfin, ça s'est bien passé, non. Ça va, comment Comment ça tu t'en va? Ouais. sors, tout ça. Ça, je trouve que le côté humain, il est important aussi. Il faut pas l'oublier, quoi. L'accident, c'est pas que l'économique, c'est de dire, bon, bah, tu as des voisins qui viennent te voir, on peut te donner un coup de main, ça fait plaisir. Même si tu sais très bien que tu vas pas pouvoir aider le gars. Bah voilà. Et ce côté-là, moi, il m'a manqué. C'est là où j'ai passé le petit coup de gueule aussi, qui m'arrive souvent de dire, mais oubliez pas qu'on n'est pas des machines, quoi. Et puis, dites-nous, voilà, c'est pas d'avoir un soutien de l'État ou quelque chose, hein, j'attends rien là-dessus par rapport à ça. On a des assurances, c'est normal, on est couvert, si on n'est pas assuré, c'est notre problème. Mais de dire, bah, tiens, un petit coup de fil pour dire, voilà, on est responsable de structure. Les mecs viennent te dire, ah ben, tu vas arrêter de te syndiquer ou tu vas arrêter d'être dans telle structure, tu nous soutiens pas, puis le jour où tu as un bug, ben, on vient pas te voir non plus, quoi. Alors que Mmh. tu as donné à un moment donné de ta personne pour aider ces gens-là, quoi. Ouais, je comprends. Et justement, hein, tu as dit un truc, qui m'a marqué dans une précédente interview où tu dis que les Français, soutiennent les agriculteurs. Au Ouais, contraire, tu vois, contrairement à ton ouais, exemple là, les gens aiment les ils agriculteurs aiment. et pourtant ils comprennent pas ce que vous faites. Qu'est-ce qu'ils comprennent pas les Français, tu penses, de votre métier d'agriculteur? Bah, si tu regardes les stats, alors après la Covid, ça a augmenté, mais tous les ans, tu as un truc qui sort au moment du salon de l'agriculture. 97% des gens aiment leurs agriculteurs, les soutiennent, j'allais dire, disent voilà, ce qu'ils font, c'est globalement bien. Par contre, tu vas dans les champs, tu vas à un voisin, tu es en train de faire quelque chose, une action, ça peut être traité, ça peut être mettre du fumier. Les gens ont une vision parfois biaisée de ce que tu fais. Il y en a qui se sont pris des cailloux dans les cabines. Moi, ça m'est jamais arrivé, mais moi, j'ai déjà eu un exemple où on était en train d'irriguer. Les gars sortent, tu arrives au coucher de soleil parce que tu peux pas mettre en route à arroser avant parce que sinon il fait trop de soleil et il y a trop de vent.
donc tu vas arroser les maisons, donc tu fais attention aux trucs. Le coucher de soleil, ben, la couleur, elle est un peu orange au niveau du ciel. Puis les mecs te disent, mais ton eau, elle est orange, qu'est-ce que tu es en train de nous épandre? Comme si on était en train d'arroser avec des gros canons, des produits. Parce qu'ils Voilà, ont juste pas compris, quoi. ils ont juste pas compris. Alors ils m'ont demandé, mais l'eau, elle vient de Tu où? veux dire les voisins, en gros, c'est Ah ça? ouais, bah, c'est les voisins. Et je pense qu'il y a un imaginaire aussi où bah, tu as certains médias ou certaines structures te mettent dans la tête des gens qu'on est des pollueurs et qu'on fait ça par plaisir. Quand on dit déverse des produits, mais à un moment donné, ça coûte une blinde ces produits-là. On va pas aller les mettre par plaisir. C'est vraiment parce qu'on en a besoin. Et que si on fait ça, c'est. Alors, certains n'aiment pas comparer, mais c'est un peu de la médecine. Si tu te soignes pas quand tu as une maladie, ben, tu vas moins bien et ça va pas. Et une plante, c'est pareil. Si elle a une maladie, si tu la soignes pas, bah, tu vas perdre des quintaux. Et derrière, si tu le fais pas, bah, tu peux choisir, hein. Tu peux acheter en bio. Voilà, moi j'ai une partie d'activité en bio, on développe ça. Mais c'est pas forcément, j'allais dire, l'attente de tout le monde et les moyens que veulent se donner tout le monde pour acheter ces produits-là. Donc à un moment donné, on peut pas dire aux agriculteurs, utilisez plus de produits, on a des solutions. T'entends plein de trucs, ouais, il y a des restes de résidus, patati patata. Ouais, ok, mais à un moment donné, le prix de la bouffe, c'est quoi? Heu, J'allais dire la sécurité alimentaire, on importe beaucoup de produits à des prix moins chers, mais qui sont produits dans des conditions dont on ne connaît pas tout. Et à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut, quoi. Donc voilà, c'est ça où les gens aiment leurs agriculteurs, mais ont du mal à comprendre bah, toutes leurs actions. Et je peux comprendre, c'est un métier hyper complexe. Même chez nous, ça semble simple, hein, mais c'est pas on sème une graine, on attend que ça pousse, on récolte, hein. Il y a plein de côtés intermédiaires, il y a plein de travaux, il y a plein de. Voilà, c'est ce que je montre sur ma chaîne YouTube. Et à un moment donné, il faut comprendre que ça, c'est complexe. Et donc, on ne le fait pas non plus par plaisir. On a de moins en moins de matières actives disponibles. C'est géré par quand même des instituts professionnels qui les retirent au fur et à mesure, voire qui les homologuent si ça arrive. C'est hyper contrôlé. C'est hyper. Voilà. Je dis pas que c'est parfait, hein. Voilà, il reste peut-être des résidus de ci ou de là, mais est-ce qu'on est prêt? Mais celui qui veut vraiment être sûr du truc, il va acheter en bio, français, avec les normes françaises. Il a voilà, beaucoup moins de chances de tomber éventuellement sur un résidu. Et je pense que si on voulait tout réguler, on enlèverait d'abord les bagnoles et puis beaucoup de choses, et on aurait un air plus sain et il y aurait moins de morts aussi, de maladies cardiovasculaires et tout ce qu'on veut, quoi. Voilà, donc à un moment donné, on peut pas toujours taper non plus sur les agriculteurs sous Oui, comme des prétexte que pollueurs, c'est facile, etc. quoi. Parce qu'on Mais les comprend plus, quoi. Mais dans un deuxième temps, j'ai vraiment envie qu'on creuse cette question des normes et tu vois, du poids administratif, du poids des normes pour les agriculteurs et Mmh. la contrainte entre un public qui veut du bio, du Mmh. sain, etc. Et de l'autre, beaucoup de contraintes, beaucoup de coûts, beaucoup de difficultés. Donc ça, j'ai très envie de creuser ça, mais quand même pour d'abord que les gens comprennent bien ce que c'est que le métier d'un agriculteur, parce que tu vois, Mmh. sincèrement, il y a plein de gens aussi qui ne pigent pas, il y a plein de clichés. Tu vois, déjà, un des clichés que j'ai, moi, c'est le fait qu'effectivement, un agriculteur, il bosse tout le temps, il prend pas de vacances, il a un rythme effréné, etc. Est-ce que c'est toi, est-ce que c'est ce que tu vis? Est-ce que c'est ce que tu constates chez tes collègues ou pas du tout? Ça représente combien, Non, tu vois, d'heures de non, travail, etc. non, je suis contre cette image, moi. On utilise beaucoup cette image pour montrer et «Ah, les agriculteurs sont malheureux». Oui, il y en a, il y a pas de doute. Mais pour moi, la majorité de mes collègues, sont heureux. Ils ont des moments difficiles et il y a des périodes qui sont hyper compliquées, mais ils ont choisi ce métier-là par passion, par plaisir. Parfois, la passion et le plaisir te poussent à faire des trucs qui ne sont pas dans la norme, ne pas prendre de vacances, voilà, donc ça, c'est vrai. Mais moi, je rencontre beaucoup, beaucoup d'agriculteurs qui sont heureux dans ce qu'ils font, parce qu'on est des chefs d'entreprise. Alors moi, j'aimais bien Julien de Normandie, ancien ministre de l'Agriculture, qui disait: «On est des entrepreneurs du vivant», mais c'est vrai, on met en avant et on met en valeur des plantes. Quoi de plus beau pour nous que d'avoir une récolte? On a beau faire ce qu'on veut, mais tu regardes sur les vidéos YouTube, la moisson, la récolte, c'est ancré dans l'amour des agriculteurs. Ce moment-là, il y en a plein qui veulent monter sur une batteuse pour aller voir comment ça se passe, parce que c'est un beau moment, parce que c'est un moment qui a marqué. Pourquoi on a des vacances d'été? C'est parce qu'à l'époque, les gens prenaient des vacances pour récolter l'été, parce qu'il y avait beaucoup plus d'agriculteurs que de personnes citadins. Tu vois, les gens ont complètement oublié ça, Juillet, août, bien c'est sûr. parce qu'il y avait, et encore c'était du 15 juin au 15 septembre, c'était les moissons. On avait besoin des jeunes pour récolter parce qu'il fallait donner de la bouffe à tout le monde. Maintenant, on a remplacé tout ça par des tracteurs et des machines, mais voilà. Mais c'est l'histoire voilà, du truc. Et donc, à un moment donné, on a ce côté-là qui est parfois mis en avant parce que c'est beaucoup plus facile de faire pleurer sur des malheurs. Moi, j'en ai un peu marre. Il y a des trucs qui sont très bien faits, il y a des reportages qui sont bien faits, mais
pourquoi on ne montre pas non plus des chefs d'entreprise, et on est des chefs d'entreprise, on a le droit de gagner notre vie. Moi, je pars en week-end. J'ai attendu 25 ans avant de pouvoir le faire régulièrement, hein. On est 25. d'accord. Ah bah, ça va. Mais je veux dire, maintenant, les générations de maintenant prennent des week-ends, partent en vacances, peut-être un peu moins que la moyenne, ça c'est possible, mais on a des vies tout à fait normales. On vit pas en cabanon et on Non, mais tu vois, par roule exemple, pas moi, en j'ai roulotte, le quoi. père d'un. Moi, je viens de Normandie, tu Ouais. vois, du côté Mmh. de Dieppe et voilà, Mmh. la campagne normale de ce côté-là. Et en fait, moi, le père d'un ami qui est éleveur, tu vois, Nicolas, Mmh. que j'embrasse d'ailleurs, et ben, il est éleveur. Et donc, du coup, là, en ce moment, il y a les vélages. Ouais. Bah, forcément, il faut se lever Ah oui. dans la nuit quand il y a des Mmh. veaux Mmh. sinon, il y en a qui meurent. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs à certains moments, parce que Ouais. malheureusement, Ouais. bah, t'arrives pas au bon moment, ou il y a eu un problème et tu l'as pas entendu, ou quoi, ok. Et le matin, il faut se lever très très tôt, tu vois. Donc, ça, c'est une réalité quand même. Oui, oui, c'est une réalité, mais Lié juste simplement à un certain type d'agriculture qui est l'élevage, ou est-ce que tu vois, non, c'est alors, global? on a des métiers alors souvent, on met l'élevage en avant parce que c'est vrai que c'est celui qui est le plus représentatif et celui qu'on voit le mieux. Et c'est un métier très difficile, mais tu es maraîcher, tu te lèves de très bonne heure, tu récoltes tes légumes, tu vas les mettre sur le marché, tu fais des horaires pas possibles non plus, tu bosses le samedi et le dimanche aussi. Il y a d'autres activités, de plus en plus les agriculteurs, pour arriver à s'en sortir et développer, ont multiplié leurs activités. Donc c'est vrai que le rythme, il est élevé. En même temps, si tu prends un francilien qui fait 1 heure et demie de déplacement, le mec, il a une largeur horaire, il démarre peut-être à 7 heures du mat et il rentre à 20 heures de chez lui. Et que ça peut être comme nous aussi. Donc il y a aussi des métiers où, soi-disant, c'est pas trop compliqué, mais nous, on a l'avantage d'être à côté de notre travail. C'est aussi un inconvénient parce qu'on ne sait pas s'en sortir. Mais il y a aussi des bons côtés, il faut savoir le reconnaître. Moi, si j'ai décidé de ne pas bosser ce matin-là, je bosse pas. Après, j'en paye les conséquences si j'ai fait une connerie. Mais j'ai le droit de choisir. Je peux aller conduire mes gamins le matin à l'école. Bon, maintenant ils sont grands, mais voilà. Je peux aller récupérer ma petite fille le soir et prendre 1 heure. Et j'ai rien à demander à personne. Peut-être que je ferai 1 heure de plus ce soir, mais ça, cette chose-là, tout le monde ne le perçoit pas. Les agriculteurs, je pense, certains le perçoivent, mais c'est une chance d'être son propre patron, quoi. C'est aussi la difficulté. Après, parfois, on ne sait plus s'arrêter. On est des humains et on a un bug de temps en temps où ben, plus on avance, plus on veut et plus on en veut. Et ça, à un moment donné, chez les agriculteurs, c'est la même chose qu'ailleurs. Et donc, il y en a qui en veulent toujours plus. Et où on s'arrête, pourquoi, comment, là où on finance, voilà. Globalement, quelqu'un qui travaille très bien, qui a pas trop de... Alors après, tu peux tomber mal, tu peux faire des mauvais choix. Il y a plein de choses qui font. Tu as l'environnement, tu as les circuits qui se trouvent autour, tu as l'historique de la ferme, tu as la qualité des sols, tu as le climat qui peut te tomber dessus. Tu peux avoir... Il y a plein d'aléas qui peuvent Ouais, tu augmenter peux les avoir fait horaires de ton mieux et tout, et tu peux t'écrouler et faire... Alors, faillite, c'est compliqué parce que tu finis par vendre des terres, séparer des trucs. Donc voilà, en agriculture, on parle pas tellement de faillite. Mais voilà, tu peux aussi ne pas t'en sortir à cause de ça. Mais si tu mets tous les éléments bout à bout, même s'il y a des moments très difficiles, il y a des moments où tu peux te reprendre. Bon, voilà, c'est facile à dire parce que chaque cas est différent et il y a autant d'agriculture que d'agriculteurs, quoi. On peut pas dire qu'il y a un modèle, il y en a plus. Pour moi, il y en En a gros, pas. ce que tu dis, c'est qu'il y a aussi des gens qui savent bien gérer Bien sûr, leur parcelle, leur bien domaine, sûr, leur entreprise, et puis d'autres qui sont moins bons aussi, peut-être bien sur la sûr. partie gestion, j'imagine, en fait. Ouais, Il y en a peut-être qui sont plus techniciens ou plus ah ben bien sûr. paysans, entre guillemets, et moins gestionnaires, quoi. Bah, le problème, c'est que le métier d'agriculteur, il commence semi, donc la production, ça peut être la vente s'il n'a pas délégué à une coop ou quelque chose, ça peut être le côté économique, donc la gestion, le côté fiscal, parce que ben, ça peut avoir des conséquences aussi derrière. Donc c'est vrai qu'on a un panel d'activités comme, j'allais dire, un entrepreneur, hein, je veux dire, quelqu'un qui est maçon, voilà. Nous, on a peut-être plus d'aléas climatiques qu'un maçon. Et encore, lui, il doit arrêter de bosser quand il pleut aussi. Donc, à un moment donné, ces chantiers, ils n'avancent pas. Mais on a un panel d'activités qui peut être hyper large. Et c'est vrai que si on n'est pas bien accompagné ou qu'on peut faire des erreurs, parfois on est plus spécialisé et plus. Ce qui marche parfois ou ce qui marche pas parce que c'est compliqué de travailler en groupe, c'est d'avoir des qualités humaines différentes sur différents domaines. Tu as de plus en plus de structures où dans les élevages, par exemple, ils sont 3 ou 4 parce que ben, au moins ça fait qu'un week-end sur 3 ou 4. Et puis, ben, les talents sont différents. T'en as un qui est plutôt sur la mécanique, l'autre, il est plutôt sur la vente, et l'autre, il est plutôt sur, j'allais dire, la paperasse et compagnie. Donc voilà. Et ça peut être des domaines complémentaires, mais c'est vrai qu'être bon dans tout, c'est faux. Il n'y a pas un entrepreneur qui est bon dans tout. Et dans les entreprises,
de plus grande taille, tu as toujours des salariés qui sont spécialisés dans le RH, dans la com, dans autre chose, quoi, Oui, voilà. dans l'agriculture, c'est aussi une entreprise avec Ah des hommes et des différentes exactement. implications, quoi, bien sûr. Hem, Combien ça gagne un agriculteur, tu vois? Et comment ça se traduit? Parce que pour un entrepreneur qui nous écoute, qui est peut-être dans le service ou qui est peut-être, plus, je sais pas, dans une boîte, digitale, tu vois? C'est facile, tu vends des produits en ligne ou des services à des entreprises et puis, Ouais. tu factures et puis, voilà, ça fonctionne comme ça. Vous, ça déjà, combien ça gagne? Est-ce que parce qu'il y a aussi un gros cliché qui est, bah, les agriculteurs s'en sortent pas, tu vois? Et je Mmh pense que mh. Mmh. tous les moments où les agriculteurs vont dans la rue et font des blocages et cetera, on pourra en parler aussi, ça incite aussi les gens à penser: «Bah, pauvres agriculteurs, ils s'en sortent pas». De l'autre côté, j'ai un son de cloche où parfois on me dit: «Non mais attends, tu rigoles, il y en a qui vivent très bien», Ouais. et cetera. Donc c'est quoi la réalité selon toi? Combien ça gagne un agriculteur et c'est comment la rémunération, en fait? Un instant dans votre épisode. Aujourd'hui, le sponsor de cette vidéo est un peu spécial pour moi, c'est ma conjointe, mais c'est surtout le meilleur coach commercial que je connaisse. Alexandra Offray, elle aide les dirigeants à transformer la pression commerciale en puissance collective. Si vous passez votre temps à éteindre des incendies, que vos commerciaux parlent trop, que tous vos ventes reposent sur 2 ou 3 top performeurs qui sont sous caféine, alors vous n'avez pas un problème de résultat, vous avez un problème de système. Alexandra, justement, elle vous aide à mettre en place ce système qui va amener des résultats à votre équipe. Sa méthode, c'est du coaching individuel et collectif, de la vente consultative, du leadership avec une conviction forte, les meilleurs commerciaux ne s'écoutent pas vendre, ils comprennent leurs clients. Le lien pour prendre rendez-vous avec elle est dans la description et vous pouvez aussi la contacter sur LinkedIn à Alexandra Offray. Voilà, cet épisode n'est pas rémunéré évidemment. Enfin bref, peut-être que les négociations sont en cours. À très bientôt. Alors, comment la rémunération? Un agriculteur, c'est quoi? Il vend des produits. Donc, ben, il y a, le volume, donc la quantité qu'on va produire, donc le rendement, le nombre d'animaux, le gain moyen quotidien des animaux et à la fin les bêtes qu'il va pouvoir vendre et le prix. Voilà, si tu as l'un sans l'autre, tu peux vendre peu, heu, peut-être des très bonnes qualités, avoir une AOP et avoir des prix qui sont beaucoup plus élevés, et donc t'en sortir parce que c'est le prix qui va compenser le voilà. Qu'à l'inverse, j'allais dire, un entrepreneur, il décide théoriquement de son prix. S'il s'en sort plus, il peut arrêter. Un agriculteur, quand il a démarré, nous, on plante les poireaux là en ce moment. Ils vont être récoltés à partir du mois de août et les derniers au mois de mai, quasiment l'année prochaine. On ne sait pas combien on va le vendre parce que à un moment donné, on va peut-être baisser les prix parce qu'on a trop de marchandises comparé, c'est ce qui est arrivé cette année dans le poireau conventionnel, trop d'offres parce que des meilleurs rendements, peu de demandes parce que des conditions climatiques qui sont meilleures et tu achètes moins de poireaux parce que tu as plutôt envie de manger des tomates que des poireaux à ce moment-là. Et donc, ben, ça cisaille et là, bah, ton prix, voilà. Et donc, on ne décide pas, on est une profession, on ne décide pas du prix de vente. On peut dire on est un peu taré, mais oui, c'est comme ça. Et même si tu as la loi Egalim qui dit soi-disant on peut pas baisser, machin, non, c'est pas du tout aussi évident que ça parce que ben, c'est loi de l'offre et de la demande, hein, il n'y a, y a pas de secret. Euh, Mais toi, tu vends pas en direct, tu vends à des coopératives, Moi, je vends j'imagine, c'est par ça? des coopératives, ouais. Ouais, mais ça La n'empêche pas que plupart le des prix. agriculteurs, c'est ça, j'imagine? Oui, les profils sont variés, hein. Tu as la coopérative céréalière où tu vends voilà, tes céréales. Nous, il y a des légumes en bio. Voilà, j'ai d'autres coopératives comme la sucrerie. Voilà, en général, oui, on vend en coop parce que nous, on ne s'estime pas marchand, enfin, dans la Oui, famille. parce que c'est négocier des gros avec, par exemple, la grande distrib ou des Ouais, différents relais bah, là, physiques, nous, on quoi. a des voisins, ils sont trois frangins associés. Il y en a un qui produit, l'autre, il transforme, l'autre, il vend. Parce que le gars, c'est son truc, son trip, c'est le vendre. Donc, il a un marché aux mines et puis bah, il arrive à vendre en direct. Donc, tu peux aussi être agriculteur et être vendeur. J'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus, d'ailleurs. Bah, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu attends d'être aidé et de le voir arriver, le truc te tomber dessus, il faut pas rêver. Donc, les mecs se débrouillent, trouvent une diversification, quelle qu'elle soit, et essayent de se débrouiller. De toute façon, pour moi, il n'y a pas d'autre solution. Si tu attends que l'État vienne t'aider et te soutenir, tu sais, les manifestations qu'on a eues, là, monsieur Attal qui vient d'annoncer qu'il se présente, tout ce qui a été dit sur les ballots de paille, on n'a pas vu grand-chose, hein, et à un moment donné, Il disait quoi sur les ballots de paille? bah, il disait: «On va vous aider, on va vous accompagner». Alors oui, il y a eu des mesures, hein, il y a des choses. On peut pas dire qu'on n'est pas, Mais parce que quoi, il manque des ballots de paille? Enfin, je comprends non, pas non, non, le c'était parce qu'ils avaient fait tout un cinéma autour de ballots de paille, et ils étaient assis, ils avaient mis une mise en scène où, on vient dans les fermes pour écouter les gens, pour leur ah oui. annoncer qu'on va faire voilà. C'est bien beau, c'est des mises en scène, on vient parler, on gagne du temps et puis à la fin, ben, le résultat, faut pas rêver. Alors oui, on a quand même des accompagnements là sur le carburant en ce moment. On fait partie des gens qui sont accompagnés parce qu'on est des gros consommateurs. Mais à un moment donné, ce qu'il faut pas oublier,
c'est que les subventions qu'on donne aux agriculteurs, ça leur permet de survivre ou de vivre, mais ça permet aussi de vendre des produits moins chers. En réalité, on subventionne la tarification des produits que les gens achètent. Et le fait qu'on est en concurrence mondiale, on a pété, j'allais dire, le bloc européen qui avait ses limites en 92, si je ne me trompe pas. Et donc, on a dit, on ouvre aux marchés mondiaux. Ok, c'est bien, sauf que les gars qui font de l'élevage en plaine, en très grands espaces, n'ont pas du tout les mêmes coûts de production que celui qui a 30 animaux en montagne et qui doit s'en sortir. Et le kilo de steak, il doit sortir plus cher. Donc, il faut aider, il faut compenser. Mais en réalité, ça compense et ça donne une valeur de prix. J'allais dire, pour moi, c'est quand on accompagne un agriculteur et quand il y en a qui me disent mais un céréalier serait en déficit s'il n'avait pas les aides PAG. Ce qui est vrai, hein, si on Donc prend PAC, du c'est pur politique politique agricole agricole commune. Donc, c'est des aides qui diminuent tous les ans régulièrement, voilà, qui ont été créées pour compenser une baisse de prix. Avant, on avait des prix stables avec l'Europe, c'était un marché fermé, on avait bloqué, ce qui est peut-être plus possible maintenant, hein, mais voilà. Donc, on a dit, on va compenser comme ça. Mais en réalité, ce qu'on fait, c'est, sinon, la France serait un grand désert, quoi. Si on n'avait pas ça, parce qu'on veut pouvoir vendre des voitures ou des avions à d'autres pays, on parle du Mercosur, on parle de tous ces marchés qui s'ouvrent. À un moment donné, les Allemands, s'ils veulent accepter certains marchés comme le Mercosur, c'est parce qu'ils vont vendre des bagnoles et en même temps, ils vont récupérer de la viande, mais ils s'en foutent. L'agriculture, c'est un fusible, quoi. C'est pas forcément leur problématique. Donc, et nous, on est là-dedans et on subit un peu ces trucs-là. Et si on revient aux revenus des agriculteurs, moi, je l'ai étudié quand j'ai écrit mon livre Dans les bottes de ceux qui nous nourrissent, c'est, j'allais dire, de 360 € par mois à certainement 7 000, 8 000 € par mois. Ça Le peut range, c'est en gros celui qui gagne pas du tout et Ouais, celui qui gagne beaucoup. voilà. Quoi, c'est ça que tu veux dire. Moi, j'avais calculé qu'à l'époque, j'avais fait une année à moins 36 000, une à plus 76 000 en euros. Bon, à l'époque, on était à 3. Résultat net de ton Ouais, entreprise. on était à 3 sur la ferme. Alors, je parle bien de résultats, je ne parle pas de ce que je prends dessus. Parce qu'il y a de la différence entre le bénéfice d'une entreprise Bien et sûr. ce qu'on met. Voilà. C'est Sauf une qu'en audience agricole, d'entrepreneurs et souvent, de dirigeants, on ça. ne mélange pas les. Voilà, moi, Ouais. mon salaire de dirigeant, il Bien n'est sûr. pas à ce niveau-là, quoi. Voilà. Et heureusement, parce Ça que. fait très peu, hein, en l'occurrence, hein, pour un salaire de dirigeant, du coup. euh, 76 000 de résultat net. Ah Si oui, vous oui, êtes non, 3, mais. c'est ridicule même. Ah oui, non, mais encore, c'était pas une trop mauvaise année. Mais non, mais c'est sûr que c'est pas des salaires, c'est pas des salaires énormes. Après, on a parfois d'autres compensations. J'allais dire, le logement, il est plutôt plus ou moins intégré. T'as l'électricité, t'as peut-être moins de déplacements qu'un autre. Et souvent, les agriculteurs ont l'habitude quand même à vivre de façon assez dégourdie et frugale. Faut pas rêver. C'est aussi une mentalité. On dit qu'on est radin, mais à un moment donné, c'est la nécessité qui nous rend. Enfin, en Normandie, c'est historique aussi. Ils n'avaient pas des conditions de vie faciles. Donc, les gars sont parfois des gars rudes aussi en termes de caractère, mais c'est parce que la vie a été rude avec eux, quoi. Enfin, dans tous les cas, ce que tu me donnes comme range, c'est-à-dire 300, 400 € par mois de salaire, effectivement, c'est vraiment dérisoire, quoi. Tu peux Oui. avoir effectivement ta vie qui est payée parce que tu as Ouais. la ferme et que tu es quasiment en autarcie sur tes propres produits et que tu consommes peu Ouais. et que tu as des aides sur le reste, mais enfin, c'est quand même pas normal de ne pas pouvoir vivre de son métier comme ça, tu vois. Ouais, non, et je connais des jeunes. Je connais une jeune amie qui a ce problème-là, qui ne prend pas de salaire depuis des années. Alors comment elle vit? Elle a un logement quand même parce que la maison, elle était avec la ferme. Donc ça va, elle n'a pas non plus à acheter, mais elle essaye de se débrouiller et j'allais C'est-à-dire dire. pas de loisirs, pas de vacances. Ah là, très c'est impossible, très peu de vacances. Quand tu la vois arriver à un salon avec une bétaillère pour venir prendre 3 jours parce qu'elle n'a pas pris de vacances pendant un moment, tu te dis, ouais, c'est compliqué. C'est pas la moyenne, c'est aussi parfois des périodes compliquées. Quand je te dis, moi, que j'ai mis 25 ans avant de partir en week-end, ouais, on a trimé. Moi, j'avais dit à ma femme quand on s'est mariés, écoute, tu vas me nourrir pendant 10 ans. Bon, elle bossait à l'extérieur à l'époque. Ça n'a pas tout à fait été vrai, mais pendant 3-4 ans, avant la naissance de notre premier, j'ai pas pris de salaire sur la ferme parce que c'était compliqué. Après, tu le sais, après, je te dis, il y a des avantages. Il y a des prélèvements privés qui se font sous forme, donc c'est pas un salaire, c'est pas. Voilà, mais l'électricité était couverte par la ferme. boîte, quoi. Voilà, c'est décompté de la compta, c'est pas fiscalement une gruge, c'est voilà.
L'eau, bah, c'était pareil. Alors, des produits Oui, en qu'on fait, tu avait baisses chez nous. tes coûts perso, Voilà, tu ce baisses qu'on tes appelle coûts en termes de perso. salaire, tes Voilà. coûts perso, tu les baisses Moi, la bagnole, minimum, c'était la quoi. bagnole La Ferme. Voilà. Et puis, ça m'allait bien. J'avais une Clio Société. J'en avais assez pour m'en sortir. Voilà. Et tu sais que c'est pendant un moment donné où tu serres la ceinture. Après, ça va mieux. Après, dans ces moyennes-là, par exemple, de 360 euros, moi, ce que j'avais analysé et ce qui était vu, c'est que c'est des gens aussi qui sont double actifs. En réalité, ils sont considérés comme agriculteurs, certes, mais ils ont un autre métier à côté. Donc, dans ce cas-là, je ne vais pas dire que c'est du loisir parce que c'est pas vrai du tout. Il y a des doubles actifs qui ont des activités professionnelles. Voilà. Ils ont voulu garder la terre, l'activité. Ils ont gardé une activité professionnelle parce que la ferme ne leur permet pas de vivre. Parce que soit le modèle économique de la ferme, les productions, voilà, la simplification des choses, ou simplement la qualité des terres. Si tu as 50 hectares. Et donc, ils ont un deuxième job, en fait. Donc, ils ont un deuxième job. Ils sont double actifs. C'est pas après. En France, on n'a pas trop ces trucs-là. Aux US, t'en as plein qui sont double actifs parce qu'ils s'en sortent pas. En France, voilà, on en a quand même beaucoup d'agriculteurs qui sont un peu double actifs ou qui ont diversifié à un moment donné. Double actif, ça peut être aussi diversifier ton activité sur autre chose. Donc, bah, là, tu compenses. Pendant un moment, tu payes pas. Voilà, tu te payes pas et au bout d'un moment, tu arrives à t'en sortir. Mais c'est vrai que les premières années sont souvent assez complexes et on n'a pas. Je vais dire, pendant 15 ans, quand tu rembourses tes premiers emprunts, ou 25 ans, bah ouais, c'est raide, Mais quoi. toi, par exemple, tu es double actif, puisque tu es un YouTuber, tu as une agence Ouais. de communication. Oui, Et je crois que d'ailleurs, dans la dernière lecture que tu disais, tu as au moins la moitié de tes revenus qui viennent plutôt de ces Ouais. activités-là et l'autre moitié de la ferme, quoi. Ouais. Autrement dit, bon, j'imagine que YouTube te fait énormément plaisir, que tu t'épanouis là-dedans, mais c'est bien, il y a probablement une raison économique à ça aussi ou... Non, j'y suis pas allé pour une raison économique sur D'accord. YouTube. Déjà, ouais, en 2013, te dire que tu vas faire une carrière sur YouTube, je pense pas que c'était la vocation, c'était pas du tout l'idée. Après, te dire que tu professionnalises le truc pour gagner ta vie parce que tu fais beaucoup de déplacements, que tu passes du temps, ça me paraît logique. Moi, la ferme permettrait de vivre voilà, correctement, même si on prend pas un salaire. Bah, Actuellement, on prend 1000 balles par mois, ma femme et moi, sur la ferme. chacun. Chacun. Le garçon, il prend un petit peu plus parce que voilà, c'est l'accord. Et lui, il est vraiment à temps plein. Ma femme est quasiment à temps plein. Mais voilà, après, c'est un choix. C'est une organisation. C'est comme ça qu'on l'a fait. On pourrait prendre plus, hein, et c'est ce qui va certainement arriver. Mais voilà, à un moment donné, bah, quand tu redémarres, on s'est réinstallé avec le garçon il y a 7 ans pour reprendre, pour que lui, il puisse reprendre une activité et qu'on puisse bosser ensemble parce qu'il avait bossé à l'extérieur, mais il a eu une proposition. Donc, il s'est retrouvé à la tête d'une ferme aussi à 19 ans, mais on s'est associé parce que la banque, sinon, n'aurait pas voulu l'installer. Et puis, c'est bien comme ça. Et donc, voilà, c'est cette évolution-là, ben ouais, faut savoir la prendre en compte. Et au départ, ouais, c'est compliqué. Après, on a un mode de fonctionnement aussi parfois où, même si je pense que moi, je me fais accompagner et voilà, on a des logiques d'agriculteurs parfois à pas suffisamment prendre de l'investissement. Épargner. Alors, épargner, si, on épargne souvent, mais parfois peut-être ou si tu veux avoir peur d'emprunter trop, de ne pas arriver à rembourser, ce qui arrive à des gens, hein, t'empruntes trop, tu n'arrives pas à rembourser. Mais en même temps, bah, si tu n'empruntes pas assez, tu mets pas en route ton fonds de commerce, tu peux pas acheter tes semences, Matériel, donc tu les repayes, c'est de l'autofinancement, et en réalité, tu tires dans la trésorerie, puis tu te retrouves avec une trésorerie qui est à zéro, alors que l'activité, elle peut être positive. Mais ça, c'est souvent comme ça parce que tu crées toi-même l'évolution de ton entreprise. Et si tu es en croissance, et puis là, croissance ou simplement les prix, hein, produits, les tracteurs, les machines valent de plus en plus cher. On a pris 30% en quelques années, nouvelles motorisations, nouvelles normes. Et puis, le prix des produits, ben là, tu te tapes les prix des engrais qui sont directement liés au prix du gaz et du pétrole. On va encore se prendre une marge. Et les prix des céréales, est-ce qu'ils vont monter autant ? C'est pas du tout gagné, quoi. Enfin, en tout cas, ce que tu me décris là, c'est quand même plutôt des gens qui vivent assez chichement quand ils ont leur activité, qui parfois ont un double salaire. Enfin, tu vois, ça a l'air de confirmer quand même ce que je pensais. Oui, non, mais c'est pas. Est-ce qu'il y en a qui sont entre guillemets riches, tu vois, c'est qui les agriculteurs riches? Est-ce qu'il y en a ou pas du tout, tu vois, qui sont vraiment C'est quand tu arrives à la lotis, quoi. retraite, tu vis pauvre et tu meurs riche. C'est-à-dire Bah, tu as créé un capital que tu as monté au fur et à mesure, tu as repris, tu as racheté des terres, tu as construit des bâtiments, et c'est le jour où tu vas les céder, où Ah tu oui. arrêtes ton activité, que là, tu as un capital de 2 millions d'euros, alors que tu as vécu avec 1000 balles par mois pendant toute ta vie. Tu as Ah oui, c'est vrai que créé vous et tu as construisez des actifs augmenté. Bah, tangibles, bien sûr. voilà, tu as un bien, tu as des matériels, tu revends. Alors, si tu cèdes à tes enfants, bah, c'est pas la même chose que si tu cèdes à un extérieur. Et c'est aussi pour ça, parfois, que
quand tu veux reprendre une ferme maintenant, si tu n'es pas du monde agricole, les montants sont élevés, donc tu démarres avec des difficultés et c'est compliqué de s'installer aussi, quoi. Il y a tout ce phénomène-là parce que l'agriculteur, quand il est arrivé à la retraite, une retraite d'agriculteur, là, il n'y a pas longtemps, ils l'ont monté à plus de 1000 balles. C'est exceptionnel quand même, hein. On était en dessous du seuil de pauvreté pour un agriculteur qui prenait sa retraite à la fin de sa carrière. C'est quand même une aberration, quoi. Et là, tu te dis, mais comment ça se fait qu'on en est là? Et ça augmente un petit peu, mais bon, ça va être 1200 balles. Moi, mes parents, bon, ça va, mon père avait une retraite un peu plus élevée parce qu'il avait fait l'Algérie. Et donc, voilà, c'était une compensation quelque part. Mais tu as les retraités agricoles, leur bien, c'est les terres qu'ils ont et puis les bâtiments, hein. Donc, voilà, c'est quand tu es. Après, vivre riche, c'est quoi la richesse? Moi, c'est du temps de dispo, c'est de travailler dans la nature, c'est d'avoir un bureau extraordinaire quand je me lève, même tôt le matin, sur un lever de soleil, je monte dans mes vidéos. Waouh, c'est génial, c'est une richesse. D'avoir le temps d'aller conduire tes enfants à l'école, d'aller au foot avec eux, de choisir ton organisation. C'est peut-être moins économique, mais voilà. Et moi, je m'estime pas du tout malheureux. J'ai suffisamment de quoi vivre avec mes activités. Alors, certes, avec l'activité à côté, même si j'avais la ferme, il y a des gens qui, voilà. Après, t'as pas les mêmes besoins. Là, j'ai passé 3 jours à Paris. C'est sûr que si tu veux te taper des restos tous les soirs, c'est pas le même rythme que si tu es chez toi, tu consommes tes légumes et que tu aimes bien faire la cuisine. Voilà. Et ça, c'est un choix de vie et c'est différent, quoi. Moi, te rejoins complètement sur cette philosophie, hein. Vaut mieux être heureux avec ce qu'on a de toute façon Mm. que d'essayer de gagner toujours plus. C'est pas le but de la vie. Mais par contre, c'est quoi l'industrie qui rapporte le plus dans l'agriculture? Tu vois, est-ce que c'est les céréales? Est-ce que c'est l'élevage? Est-ce qu'il y a un domaine qui rapporte plus que les autres ou c'est rien à voir? Bah alors, il y a toujours un moment où il y a des trucs qui vont mieux que les autres. On était par exemple dans les Hauts-de-France, moi je suis du Pas-de-Calais, voilà, plutôt heureux parce que la pomme de terre, ça fonctionnait bien. Là, les marchés qui évoluent, des transactions qui évoluent, les pommes de terre qu'on fabriquait, qu'on envoyait je sais pas où à l'étranger, là tout à coup les quantités baissent. On a poussé les agriculteurs à produire parce qu'il fallait du volume. Maintenant, il y a trop de volume, il y a trop de quantité. Les contrats, là, ils ont pris moins 25% en termes de volume, moins 20% en termes de prix. Ça fait que tu sais que la production qui te permettait de gagner ta vie compenser les autres, mais qui t'obligeait aussi d'investir dans beaucoup de matériel, là, elle est revenue à tu vas réussir à vendre ce que ça t'a coûté. Et encore, si tu n'as pas un problème, j'allais dire, de climat entre deux, ou de sécheresse, ou de grosses maladies qui va te tomber sur la tronche, quoi. Donc voilà, et ce qui marchait bien hier ne marche plus là aujourd'hui. Demain, ça va revenir. Il y a des trucs cycliques. Le porc, tout le monde sait que c'est cyclique. Voilà. L'élevage, à un moment donné, ça fonctionnait moins bien. Là, pour l'instant, si tu écoutes M. Jancovici, il dit pour l'instant, la réduction de la quantité d'élevage qu'il faudrait pour l'environnement est plus forte en France que ce qu'il faudrait. En réalité, on descend plus de cheptel. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent plus y aller. Et donc, il y a une demande plus importante et donc les prix sont, à l'heure actuelle, plus importants. Ça veut dire aussi tes prix d'achat d'animaux jeunes. Donc voilà, c'est pas forcément le producteur qui va s'en sortir. Mais là, en ce moment, c'était ça. Le lait, ça avait repris aussi du poil de la bête, ça redescend. Et tout est risqué. Demain, tu as Macron qui ne reconnaît pas, je sais plus quoi, avec le. Comment je vais y arriver. Avec les pays du Maghreb. Ils arrêtent d'acheter du blé français. Boum, les prix du blé baissent parce qu'ils vont acheter ailleurs. Tu vois, le moindre truc peut C'est être très une sensible à étincelle, quoi. l'environnement, au contexte, Ah ouais, à la ouais, géopolitique. C'est ça. Donc, ouais. il n'y a pas de martingale. En Non, tout non. cas, tu vois, tout le monde se précipite dans l'IA aujourd'hui. Bon, bah non, vous, faut Non, voir après, tu peux sécuriser en faisant de la vente directe, en essayant d'avoir tes produits. T'as des niches qui sont sympas où quand tu es dans une AOP, tu vas prendre le Roquefort, tu vas prendre le Comté. Il y a d'autres fromages où ça se cassait la gueule parce que les Français ne savent plus acheter de fromage. Tu as les vins qui se sont cassés la figure sérieusement. Tu as la bière qui augmente un petit peu, mais c'est pas ça qui fait vivre les agriculteurs. Voilà, les viticulteurs, il y en a beaucoup qui ont Comme il y a bien la trinqué, clé quoi, sur qui la porte, hein, trinquent bien, ouais, beaucoup de ventes de domaines et tout ça. ouais, Ouais. ça, Mm. ça dégage. Donc voilà, ce qui marche à un moment donné peut ne plus marcher parce que le contexte, la consommation, tout évolue. Donc dire qu'il y a je pense qu'il faut avoir de la diversité dans ses activités, pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Alors même si quand tu es hyper spécialisé et que tu as une demande, voilà, j'ai un voisin qui est producteur d'endives bio, il maîtrise son sujet à la perfection, c'est un
hyper techniciens, ils travaillent avec la COP, les prix se tiennent. T'as pas l'impression que demain, ça va s'écrouler. Alors, peut-être que si, demain, t'en as un qui va arriver, il va dire, hop, je m'installe et je commence à taper parce que c'est... Mais le métier, il est tellement compliqué, technique, que c'est des niches comme nous dans le poireau en bio. Faut avoir envie d'aller les planter, d'aller les récolter, de les éplucher. Quand tu te lèves à 6 heures du matin pour les éplucher pendant tout l'hiver, les récolter dans des conditions où tu as de la boue jusqu'au cou, on peut le voir dans les vidéos, c'est sympa. Là, tu te dis, faut avoir envie. Moi, c'est le garçon qui a démarré ça. Voilà. Mais Ouais, moi, j'ai un immense respect de toute façon pour votre métier. J'ai vécu dans un village de 3000 habitants en Normandie. Donc, mes potes à l'époque, c'était des tous, enfin, pas tous, mais beaucoup, c'était des fils d'agriculteurs. Puis certains, voilà. Malheureusement, même, tu vois, il y en a un, son papa s'est suicidé, tu vois. Alors, du coup, ça me fait penser à une transition qui est sur la solitude. On ouais, parle beaucoup de la solitude du ouais. dirigeant dans mon podcast. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, au bout d'un moment, bah, tu vois, t'es seul à gérer l'État, les salariés, les clients. Voilà, donc il y a une forme de solitude qui s'installe. Mais chez les agriculteurs, c'est cette question du burn-out du dirigeant, de la difficulté, elle est particulièrement prégnante. On dit un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours, je crois. Est-ce que toi, tu le constates au quotidien, cette fragilité, voilà, on va dire cette même solitude très importante des agriculteurs? Est-ce que c'est un fantasme? C'est quoi ton Non, avis? c'est pas un fantasme. De toute façon, statistiquement, il y a plus d'agriculteurs, enfin, il y a plus de suicides dans le monde agricole que dans d'autres. Il y en Ouais, a, ouais. c'est peut-être équivalent dans la C'est plus police ou dans 50%, d'autres. c'est plus Voilà. 50% par rapport à la moyenne. Ouais, Ouais, voilà, donc c'est plus élevé. Alors, les éléments, alors certes, solitude, il y a des endroits qui sont reculés où tu pas de voisins. Tu le dis, voilà, l'histoire de la solitude du dirigeant, ben, c'est valable pour un entrepreneur qui a une grande boutique avec plein de salariés, comme un agriculteur qui a sa boutique et qui a la banque qui est au cul et il s'en sort pas. Donc, ça, c'est compliqué. Mais je pense que c'est ces profils aussi, comme tu le disais tout à l'heure, qui sont plus endettés parce qu'il faut acheter du matériel, faut investir Ouais. sur l'exploitation. C'est pas forcément le cas, tu vois, par exemple dans le digital ou moi où je suis, le domaine dans lequel je suis, il y a beaucoup d'autofinancement possible. Ou alors ils lèvent des fonds, mais ils n'ont pas forcément Ouais. besoin de. Tu vois, ils pourraient faire ça en réalité, tu vois, la Ouais. plupart des gens. Vous, c'est quand même, vous avez de la dette, quoi, et donc j'imagine parfois des cautions personnelles, enfin des choses comme ça, Ah quoi, bah, tu t'es vois. toujours en caution personnelle. Un agriculteur, il a toujours et c'est vrai que c'est pas le même monde de l'entreprise, souvent c'est en nom propre, ton activité, elle est à ton nom. Maintenant, tu as de plus en plus de sociétés quand même, mais Enfin, mais il faut être voilà. flippant, hein. Si tu as un petit, entre guillemets, «une structure familiale», moi j'ai commencé, j'étais en nom propre, et tous mes biens, étaient mêlés et quelque part, j'avais pas beaucoup d'autres biens que les dettes que j'avais à la ferme, quoi. Voilà, en même temps, bah, tu lèves de la dette pour pouvoir travailler et la difficulté, c'est voilà, dans un secteur et à une période donnée, des difficultés qui t'arrivent sur la tête, tu as un bâtiment qui brûle, tu t'es pas assuré, tu as voilà, t'as des éléments qui arrivent et malheureusement, et ça a déjà été exprimé, mais parfois tu as les parents qui sont un poids énorme. Déjà, il y a les enfants qui doivent reprendre la ferme parce que ça peut pas être le dernier de la famille, c'est pas toi qui dois quitter. Enfin, c'est pour le jeune, hein. Tu as une pression des parents, ça C'est souvent existe. de la transmission, c'est ça que C'est tu veux vrai, dire. Ouais. ça a une vraie pression des parents. Moi, j'ai Toi, ça a vécu été ton par cas, mon je crois, hein. père où il regardait ce que je faisais dans mes champs. Enfin, on a fait, lui, il est arrivé à la retraite quand moi je me suis installé. J'ai un gosse de vieux, donc voilà, on a fait, mais pendant des années, il regardait ce que je faisais et il me critiquait en disant, t'as pas mis assez d'engrais là, t'as pas fait ça, tu te rends compte, t'as vu ton champ. Les voisins, qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est pas possible. Et bah ouais, et quand t'es jeune, tu testes, tu fais des conneries aussi, hein. Il y a des fois, j'aurais mieux fait de l'écouter, je suis d'accord, mais tu dois tester, tu dois faire. Donc cette pression-là, si tu as des difficultés, que tu as de la pression, que en plus, bah, tu es pas entouré, moi je vais dire, il y a, quand je parlais de mon histoire là, du début avec l'entrepreneur, s'il n'y avait pas eu ma femme derrière, tu te Mmh. dis, quand tu te raccroches à une émission de télé qui passe une fois en semaine le soir, tu te dis: «Putain, mais à quoi je m'accroche, quoi?» Et après tu remontes, mais si j'avais pas eu ma femme, s'il y avait pas, voilà, l'arrivée du petit aussi derrière et puis, ça allait, mais tu dis: «Tu as été lâché là, il t'arrive ça, comment je vais m'en sortir?» Et le suicide, c'est 5 minutes, enfin, c'est 30 secondes d'un éclair. Alors je pense que tu y penses longtemps avant, mais à un moment donné, tu mets en acte ou tu mets pas et là, bah, c'est un moment voilà, Toi, ça t'est déjà arrivé d'avoir des idées noires dans certaines bah, à périodes? ces moments-là, ouais, c'était hyper dur, ouais, donc je pense pas pouvoir dire que j'ai pensé au suicide, mais tu dis: «Mais là, je vois plus comment ça va aller devant», donc tu pourrais, quoi. Tu pourrais et si
t'as pas un entourage, si t'es pas accompagné, s'il n'y a pas de la vigilance, il y a des structures qui accompagnent là-dessus et qui conseillent d'aller voir aussi de temps en temps ses voisins, d'essayer de sentir les choses. Voilà, on dit parfois des bars dans des communes, c'est les endroits où les gens picolent. Non, non, c'est les endroits où les gens peuvent discuter. Et il y avait beaucoup, nous, de troquets à l'époque où ben, tu pouvais avoir une rencontre et voilà, et ce qui n'existe peut-être plus. Et t'es pas comme à Paris, tu descends et puis tu vas où tu veux, tu vas voir du monde, même si ça reste impersonnel ici, peut-être différemment. Mais en tout cas, quand tu es vraiment seul et que tu n'as pas l'impression d'être soutenu, ouais, tu peux en arriver là. Et moi, j'ai connu des gens, des parents qui en sont arrivés là, même des jeunes. Et pourquoi derrière, voilà, tu as la pression des parents, tu as la pression des banques. Même si c'est pas les accuser pour autant, parce que ben, ils doivent faire leur métier et dire parfois non, on va vous accorde pas le prêt suivant parce qu'on va pas vous réenterrer encore plus. À un moment donné, il y a des échéances, il y a des organismes qui sont là pour accompagner. Il y a beaucoup d'aides d'accompagnement, la MSA, tout ça, mais parfois on ne connaît pas. Naturellement, l'humain, il va pas forcément aller voir une assistante sociale, et un agriculteur qui va voir un psy, moi, j'en connais pas beaucoup, hein. Alors que on devrait tous le faire Et ça, quelque c'est un part. truc de mec aussi, je pense. En C'est un truc particulier, de tu vois, mec, et en campagne, non mais allô quoi, tu vas pas aller, tu vas voir un psy, tu sors de chez un psy, le mec il est fusillé du regard. Il y a cette pression aussi, campagne, des parents, voilà, faut tout ça. tenir, faut être fort. Ouais, faut être fort, faut être un homme, t'es de la terre, t'es un dur. Bah non, non, t'es un humain, point barre. Donc Mm. voilà, ça peut être dur, et certains finissent par lâcher, quoi. Bon, mais en tout cas, on envoie plein de courage. Et si des gens qui nous écoutent qui sont pas bien, aller voir des psys, Bah ouais, discuter, et c'est pas une honte, puis quoi. aller voir des gens, en parler, s'ouvrir. J'ai retenu un truc il y a pas longtemps, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Bah, à un moment donné, tout ce qu'on imprime à l'intérieur, bah non, faut l'exprimer, faut aller voir, je sais pas, un voisin, un ami, quelqu'un à qui son ancienne maîtresse d'école, on en a vu dans certains cas. Mais voilà, de dire, le maire du village, moi je me suis déjà exprimé quand j'avais eu des problèmes. Au maire du village, ça m'a pas aidé, il m'a pas aidé, mais je me suis exprimé, puis bah voilà, Tu lâches le tu truc. dis, ben voilà, tu relativises, il te parle, tu discutes. Il y a toujours quelqu'un à aller voir, et voilà, en tout cas, faut pas se renfermer sur soi dans ces cas-là, quoi. Et tu disais, on parlait du regard que les gens ont sur l'agriculture. Je sais que tu as partagé aussi quelque chose de douloureux pour toi, c'est que ton fils avait été harcelé parce que toi, Ouais. tu étais agriculteur. Enfin, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, en fait? Ouais, alors, bah, il était en classe de 5e, si je me trompe pas, et école de ville, hein, on est à Lens, allez Lens qui a gagné. Qui gagne la Voilà, Coupe de France, mais ouais. école, ville très urbaine. Nous, dans le village, enfin dans la ville, Sangoël, on est encore 12 agriculteurs, mais là-bas, il y en a pas. Et la campagne, t'as le bassin minier, c'est 200 000 habitants, hein, c'est quand même une grande agglomération. Donc les gens connaissaient pas. Lui, il avait plein de potes, et puis j'allais dire gentiment, il dit moi je vais faire agriculteur, mon père est agriculteur, voilà. Et puis les gamins l'ont harcelé. Alors, comme n'importe quel gamin se fait harceler parce qu'il est roux, grand, gros, je sais pas quoi, il a des chaussettes jaunes, non mais n'importe quoi est prétexte de harcèlement. On en parle beaucoup plus maintenant. Lui, c'était parce qu'il était fils d'agriculteur et qu'il a dit moi demain je serai agriculteur, quoi. Et donc bon, Il y a l'image du cutéreux qui se lave ouais, pas. c'était un C'est peu quoi, ça. c'est quoi le cliché, tu vois, en Bah fait? là, Moi, c'est vrai que ouais, c'était un peu ça, tu vois. Quand j'y pense, ouais, je sais que je me souviens d'en étant au collège d'avoir eu comme ça un fils d'agriculteur qui, en plus, je pense, était en difficulté. Enfin, ouais. voilà, une famille un peu. Voilà, qui avait des difficultés sociales, etc. Et du coup, lui, il se lavait pas beaucoup, c'est vrai. Et du coup, Ouais. enfin, tu vois, Ah on ben, en était plus. horrible avec lui. Enfin, Ouais, non, vraiment, mais au collège, voilà. les Et enfants sont tellement méchants, ouais, alors que un truc de je dingue, pense quoi. que nous, on avait une vie normale. Voilà, on est intégré aussi. Voilà, donc je pense pas qu'on soit différent, et qu'on ait cet écart-là par rapport à ce qui peut exister, hein, j'allais dire, comment, de civilisation presque. Voilà, et donc, bah, lui, il s'est retrouvé un peu à ce moment-là dans la panade. Nous, on l'a pas su. Ses résultats scolaires s'en sont ressentis. Et on l'a su qu'en fin d'année par une prof qui nous a dit Emilien, ça va mieux. Bah pourquoi? Bah ouais, il a été harcelé cette année. Il a été convoqué au directeur parce qu'il avait explosé quelqu'un dans un mur, parce que bah il avait pété un câble. Et Mmh. on l'a pas su. Même qu'il avait été convoqué chez le directeur, ce qui est pas normal, ce qui ne devrait plus arriver maintenant quand on voit ce qui se passe. Maintenant, c'est tout, on va pas revenir dessus, mais si on l'avait su, on aurait pu comprendre aussi. Et ça a été compliqué. Après, c'est passé. C'est moi ce qui m'a fait engager à créer ma chaîne YouTube à ce moment-là et dire
il faut expliquer notre métier. Et comment tu le fais? Bah, tu utilises un réseau, un nouveau canal qui existait à ce moment-là et ben, tu tombes dans le trou et puis tu te relèves et puis tu crées quelque chose où tu expliques ton métier pour dire: «Bah, voilà, l'agriculture mérite d'être expliquée». Faut et je comprends que les gens ne la comprennent pas, mais pourquoi on en arrive là? Alors c'était certainement anecdotique, mais pour un gamin, vivre une année comme ça, c'est douloureux, quoi, hein. Ouais, bah, c'est très touchant en tout cas. Moi, j'ai des enfants aussi, je comprends, enfin, je comprends très bien dans quelle Ben, situation voilà tu as et pu ça être. peut leur arriver malheureusement, et ils le disent pas, ils ont honte, hein, c'est un sentiment qui est complexe, hein, je vais pas le dire à mes parents parce que je vais pas les décevoir aussi, et voilà, c'est D'accord. tout ce mécanisme du harcèlement, dont on parle plus maintenant, mais si on est gamin, faut en parler, quoi. Faut en parler. Comme les agriculteurs qui vont pas bien, comme les Exactement. entrepreneurs qui vont pas bien, À comme tout le qui monde. on Faut en veut, parler à qui on veut, mais faut en parler, à bien sa sûr, marraine, bien à sûr, son cousin, bien à sûr. qui tu veux, mais voilà, faut en parler. En tout cas, tu as survécu à des sacrées galères, hein, parce que non, mais franchement, Ouais, je pense que bah, la moyenne des entrepreneurs qui nous écoutent, je pense que ça les fera relativiser aussi, tu vois? oui. Un incendie, se retrouver, avec, quelqu'un qui veut détruire ton exploitation parce qu'il y a un conflit d'associés, ton fils qui se fait harceler, ton père qui te laisse pas, bosser parce que c'est effectivement beaucoup des entreprises familiales qui se reprennent. Ouais. Franchement, je trouve que tu as une sacrée résilience, quoi. Ouais, bah, après ça t'aide à te construire, à bouger et puis à te faire évoluer, hein. Voilà, après, c'est des histoires, hein, je suis hypersensible, ça se ressent. Ouais, ouais, bah, c'est OK, Voilà hein. et c'est comme ça mais quelque part, voilà, ça te construit aussi, ça te permet de te dépasser, de faire des choses, qui m'ont permis de me construire cette envie d'être, entrepreneur aussi, de créer des choses et d'en arriver, à maintenant à gérer, ouais, plusieurs activités en même temps avec, des défis, écrire un bouquin quand tu es agriculteur et que tu as -20 en orthographe, en CM2 chaque dictée. Bon, bah, tu te dis, voilà, ouais, j'ai fait ça, c'est bien, quoi Mmh. De et quoi tu es le ça, plus fier sur cette aventure? Au de global, tu vois? au global, je sais pas s'il y a un truc qui me rend plus fier, c'est le chemin quelque part. C'est ça qui est intéressant, c'est la progression. Alors, ouais, comme je te dis, sortir un livre, quand tu pas, je sais pas si quelqu'un est censé alors je suis nul en orthographe, je m'exprime, à peu près correctement, je pense et ça peut être compréhensible, mais voilà. Mais, c'est ce côté-là qui est intéressant. Après, c'est de dire, bah, c'est d'essayer de trouver toujours des choses différentes et moi, ça m'enrichit dans mes activités, pour, créer, ben, une chaîne YouTube, écrire un livre, une application pour, reconnecter les agriculteurs et le grand public. Puis après, co-créer une boîte de com après avoir fait un tour de France en tracteur parce qu'on voulait communiquer, voilà. C'est plein de petits bouts à bout qui font que tu crées quelque chose de différent, et qui t'apporte que le petit Thierry a évolué parce que j'étais un gars timide, réservé. Bon, tu dis maintenant, je suis peut-être pas l'agriculteur français le plus connu, mais je suis quand même pas mal connu, au moins dans le monde Bah, agricole. c'est quand même, ta chaîne, c'est quoi? C'est quasiment 120 000 Ouais, abonnés, 1 500 vidéos, ouais, 41 millions de vues. Je crois que j'ai vu ça comme stat. Enfin, en tout ouais, cas, ça plus de doit être ça, ouais. 45 millions de vues, un truc comme ça. C'est, moi qui suis dans le YouTube game, comme on dit maintenant, c'est très impressionnant, tu vois? Même si tu as commencé en quoi? 2013, donc ça fait, 13 ans. Ouais. Chapeau, quoi. Franchement, enfin, surtout, tu disais que toi, tu as fait ça, du coup, le soir, pendant des années, Ouais, ouais. entre 21 h et 23 h, monter tes vidéos, c'est ça? Ouais. Ouais, pendant très longtemps, ça a été ça avant de staffer un peu et puis de professionnaliser le truc. Mais oui, c'est sûr qu'il faut être un peu passionné quand même pour pouvoir le faire pendant autant de temps, voilà, sans accompagnement et puis mais voilà, c'était un objectif, un plaisir. Après, j'adore la tech, j'écoute beaucoup de podcasts qui n'ont rien à voir avec l'agricole, On salue je Mathieu Stéphanie que tu écoutes, très souvent exactement, d'ailleurs, ouais. Mathieu Stéphanie que j'écoute beaucoup. D'autres, Rendez-vous Tech, c'est pareil, c'est des trucs que j'écoute et ben, je me dis: «Tiens, comment moi je peux à mon petit niveau, apporter quelque chose dans l'agriculture en utilisant ce qui existe. Alors, bah, ça peut être le papier, ça peut être les réseaux, ça peut être la tech et de dire: «Bah, tiens, si, demain il reste un petit quelque chose», j'adore l'histoire, si on parle un jour que, ben, voilà, c'était le bouquin de Thierry, ben, je suis content quoi, quelque part aussi, quoi. Ouais, je Ça, comprends. c'est un petit peu le petit bonheur. Et en parlant de tech, tu vois, je pense qu'il y a un cliché aussi que les gens ont sur l'agriculture, c'est que l'agriculture, c'est archaïque, tu vois? Mmh, Les techniques, bon, les tracteurs, ils ont pas tellement changé depuis quelques années, il y a un peu cette image-là, tu vois? complètement faux. Bah, c'est ça, je suis curieux de savoir, vu qu'on est quand même dans une ère de l'IA, de l'accélération de la technologie à toute vitesse et cetera. Déjà, vous, est-ce que, question bête, déjà, est-ce que l'IA, elle est utilisée dans l'agriculture ou pas du tout? Alors l'IA est utilisée en agriculture, oui, pour, modéliser des choses. Alors on l'utilise pas
Si, moi je l'utilise au quotidien, mais dans mes activités encore, je l'utilise aussi parfois pour la ferme, pour réanalyser des dossiers, pour, accompagner des choses parce qu'on est des entrepreneurs donc voilà. Avant de revenir sur l'IA qui est peut-être le dernier truc qui est arrivé, GPS, drone et satellite, l'agriculture on utilise plus que l'armée. Ça, on le sait pas, mais nous, on a des trucs de précision, des applications de pointe pour la météo. Nous, notre vie, c'est la météo. Moi, je peux te dire combien il va tomber là samedi. On sait qu'à partir de 19h, ça risque de commencer à tomber et ça devient de plus en plus précis. Et ça, on est adepte de ces choses-là. On utilise des capteurs, des pluviomètres parce que c'est notre boulot. Euh, Par exemple, l'irrigation que je pratique, je sais que combien il va pleuvoir ou combien il pleut pas. Je sais dans mon sol quel est le besoin et donc quelle quantité d'eau je vais devoir apporter à ma plante précisément. Voilà, et ça utilise des modèles de l'IA aussi. Et demain, on va avancer. Je pense que je me ferai aider, par exemple, pour modéliser. Alors, ce sera toujours un outil à la décision. Ce sera moi le décideur final, hein. Je pense qu'il y a toujours des éléments que j'allais dire que la technologie, quelle qu'elle soit, ne peut pas faire. Mais de dire, bah tiens, mon assolement, je suis en train de le faire là. Aide-moi, tu connais mes assolements passés. Seulement, c'est quoi? Alors, assolement, c'est mettre. Cette année, moi, je produis 16 cultures. C'est quand même pas normal, hein. La moyenne, elle est plutôt aux alentours de 5, on va dire, dans une ferme. Voilà, mais nous, on a des productions bio et conventionnelles, donc on a beaucoup de. Voilà. Mais c'est dire comment tu mets une culture l'une après l'autre en fonction de ses dates de récolte, de semis. Un colza, tu le sèmes au mois d'août, tu récoltes au mois d'août, donc il est très longtemps. Derrière, tu peux ressemer une betterave qui est au printemps, mais tu peux pas semer un colza après une betterave. Tu vas mettre un blé. Il y a des cultures qui supportent des maladies différentes les unes des autres. Il y en a qui se les transmettent parce que c'est les mêmes familles, donc tu les mets pas l'une derrière l'autre. Tu as une quantité que tu vas avoir à mettre en surface parce que tu as un contrat de pommes de terre, un quota de betteraves. Donc tous ces éléments-là, en général, tu les gères dans la tête. Mais demain, et ça existe des logiciels qui t'aident en rentrant tous tes paramètres de dire tiens, là, ça serait bien, la parcelle, elle est là, tu as les critères de parcelle aussi. Moi, il y en a dans lesquels je ne vais pas mettre des cultures parce que j'ai pas d'irrigation et je sais qu'elles ne peuvent pas supporter ou je vais pas être bien avec telle culture. Donc voilà, tous ces éléments-là qu'on faisait derrière, on pourra se faire aider. Mais c'est des petites choses, mais il y a plein d'outils qu'on utilise. Alors, quand on dit les tracteurs n'évoluent pas, alors ils ont toujours un moteur, une boîte de vitesse, 4 roues. Ce cas-là, depuis l'après-guerre, ça n'a pas tellement changé. Mais dans l'intérieur, dans les technologies, dans le confort, alors moi, il y en a qui me disent, mais vous avez la clim dans un tracteur? Dans une bagnole, il n'y a pas de clim. Quand tu passes 12 heures, voire 17 heures en plein été dans un tracteur, bah oui, tu as la clim, forcément. Et ça devient, c'est impossible autrement. Alors, le problème, c'est que ça a fait monter les prix. Il y a beaucoup de choses qui ont fait monter les prix aussi, c'est la technologie dans les moteurs, parce que on va parler de l'environnement. En Europe, en France, on veut être les champions, les premiers de la classe, mais ça a un coût. Quand on part en tier 4 sur les types de moteurs, que ce soit pour les poids lourds ou pour les voitures, c'est des systèmes avec de la Blue, comme en voiture, mais plus perfectionnés, c'est des plus gros moteurs. Et ça, ces évolutions technologiques ont fait monter les prix du matériel. Et ça, c'est vrai que c'est une Mais contrainte, moi, quoi. j'ai vu même, par exemple, tu vois, des drones qui passent, Ouais. alors, je crois que c'était plutôt en Ukraine, je sais plus où c'était, mais parce que en plus, c'est compliqué d'être physiquement là, évidemment. Ouais. Ça c'est pas encore répandu en France, hein, ou ça commence à être utilisé, Alors par le exemple. drone est utilisé, été utilisé en parallèle du satellite pour mesurer les masses, j'allais dire éventuellement les maladies, repérer des mauvaises herbes. Voilà, après l'inconvénient du drone par rapport au satellite, c'est que ça fait des plus petites surfaces de travail, mais on modélise et on utilise par exemple du satellite pour dire à tel endroit, il faut mettre autant d'engrais à telle période. Oui, Ça, donc c'est c'est des vraiment modèles. un objectif de visualisation, de modélisation du Voilà. champ et de Mais ça donne ouais. aussi l'optimum, comment tu vas utiliser le minimum d'engrais pour avoir le résultat optimum. Ça sert à rien de mettre certains engrais dans certains endroits, parce que de toute façon, le potentiel, il est pas là. C'est de la terre qui est plus sèche, où il y a moins de fond. Donc voilà, c'est comme ça. Donc ça, c'est certain. C'est des modèles qui nous aident à optimiser et, j'allais dire, à réduire le coût environnemental aussi pour tout ce qu'on peut avoir en termes de, j'allais dire, d'évolution. Mais ouais, il y a beaucoup de technologies qu'on utilise. Alors, pas toujours à fond et c'est des choses qui évoluent. Mais après, c'est pareil, ces modèles-là ont un coût. Est-ce qu'ils sont rentables? Et puis, est-ce que c'est facile?
j'allais dire, la technologie parfois est complexe à aborder aussi. C'est C'est quoi valable celle pour qui t'a tout le le plus monde. changé ta vie, toi, par exemple, dans ton exploitation Ah récemment? ben, globalement, là, ce qui a vraiment changé beaucoup pas le système, mais un peu le rapport à l'agriculture d'avant, c'est le GPS, là, depuis une bonne dizaine d'années. Donc, guidage GPS, alors, c'est pas uniquement aller d'un point A à un point B, c'est de te faire une ligne droite ou une courbe au bout d'un champ. Moi, on a dit, tiens, Baillet, il apprend à conduire, il sait conduire droit depuis qu'il a le GPS. Avant, je faisais toujours des trucs tordus parce que je regardais toujours à droite, à gauche. Mais c'est, si tu veux un confort de travail, mais tu mets un point A, tu mets un point B, il te fait une trace. Demain, là, on doit tester dans pas longtemps un tracteur autonome, complètement autonome. Et ne serait-ce que d'avoir une ligne droite, ben, c'est quoi? C'est avoir une préparation du sol qui est droite. Tu fais des buts, par exemple, pour semer des carottes, tu te repasses derrière, bah, tu ressèmes au bon endroit. Tu repasses derrière, tu repasses avec une bineuse pour enlever les mauvaises herbes, tu repasses au bon endroit. Ça, c'est des outils qui nous apportent beaucoup. On a des robots, on a des systèmes de destruction de mauvaises herbes laser là, qu'on est en train d'essayer, nous, sur la ferme. Pas toujours encore fonctionnel, mais ça va arriver. Et c'est pour compenser aussi les difficultés parfois de trouver de la main-d'œuvre ou à compenser le fait qu'on ait de moins en moins de produits à pouvoir utiliser en France, quoi. J'aimerais bien terminer avec toi sur une partie plus politique, c'est-à-dire, est-ce que tu considères que, je caricature évidemment, mais est-ce que l'État, il est contre vous ou il est avec vous selon toi? Aujourd'hui, en tout cas, ça penche dans quel sens? Euh, Bah, l'État, il doit ménager la chèvre et le chou. Si on aide trop les agriculteurs, qu'on les accompagne et qu'on dit ouais, bah, de toute façon, à un moment donné, il faut augmenter les prix. On va pas les tirer dans les subventions, les budgets sont pas là, nous, c'est pas notre volonté. Si on dit ben, faut bien appliquer Egalim, vous n'avez pas le droit d'acheter moins cher que ça. C'est répercuté en grande distribution. Ça veut dire que les consommateurs, c'est de la perte de pouvoir d'achat. Parce que On l'expression que préfère vous quoi, avez, des agriculteurs sur les routes ou des gilets jaunes? À un moment donné, il faut pas rêver, hein. Si on monte les prix et qu'on aide les agriculteurs, voilà, ça va retomber derrière. Moi, ma politique maintenant, c'est de plus en plus de dire, tu peux toujours espérer quelque chose de l'État, mais démerde-toi toi-même à trouver ta solution pour t'en sortir. Parce que faut pas rêver. Je pense pas que l'État soit contre nous, hein, mais il y a plein d'autres choses à gérer. Et même un ministre ou une ministre de l'Agriculture, son pouvoir, il est très restreint, quoi, hein. Si au-dessus, on lui dit non, non, c'est pas la priorité, hop. j'ai l'impression que les ministres de l'Agriculture, dans 99% des cas, ils ne comprennent rien à l'agriculture. C'est vrai ça, non? Ben, c'est l'impression qu'on a un petit peu, ouais. On en a eu un, je parlais de Julien de Normandie dernièrement, qui connaissait son boulot. Il a été là 2 ans. Bon, alors on n'est pas comme l'éducation à choper 8 ministres pendant 2 mandats, on n'en a eu que 5 en agriculture. C'est déjà pas mal quand même. Ça fait une moyenne, voilà. Et non, je le disais tout à l'heure, l'agriculture a un monde spécial, spécifique. Si tu connais pas bien les dossiers et que tu viens d'un monde extérieur, c'est hyper chaud pour arriver à le comprendre et tu peux te faire berner par tous les gens qui sont au bord de l'agriculture, des structures qui vont te dire, les ONG, les machins, les trucs. Puis si tu commences à écouter tout le monde, ta tête, c'est une citrouille. Et puis, à un moment donné, tu fais ce que tu peux avec les moyens que tu as, quoi. Donc, voilà, là-dessus, allez, tu arbitres un petit peu à droite à gauche, mais c'est hyper compliqué, quoi. Qui serait un bon ministre de l'Agriculture selon toi? Bah, je te dis, pour moi, on en a eu 2. C'était Jacques Chirac à l'époque. Ça commence à remonter quand même, mais il s'intéressait au sujet. Je dis Julien de Normandie, qui était du monde agricole un peu et qui a fait des études agricoles, connaissait bien ces sujets. C'est pas berné par les uns et les autres, hein. Nous, agriculteurs ou un syndicat, peut aller berner aussi en disant moi, je veux ça. Non, attends, je connais le truc, c'est tout, tu vas pas me rouler. Il faut quand même quelqu'un qui connaisse le sujet agricole et dire que parce que c'est un bon politique, et je pense qu'il faut avoir des capacités politiques, parce que on a eu des anciens responsables agricoles qui sont arrivés politiques. Alors, soit ils n'avaient pas les moyens pour pouvoir jouer, soit ils n'avaient pas la façon de jouer dans le game avec des politiques, parce que c'est un métier aussi, hein, je pense. Voilà, respect à eux. Pas les plus gros salaires pour s'en prendre plein la tronche tout le temps, quoi, hein. Donc, Ah, c'est sûr que le ratio salaire-haine, effectivement, assez mauvais. je Mais pense bon, que si Macron avait voulu gagner mieux sa vie, il serait resté dans ce qu'il faisait avant. Il n'aurait pas pris le poste de président, quoi. On cherche autre chose quand on fait ça. attention, excuser Macron, c'est pas très vendeur comme stratégie, hein. Non, Ça, mais j'en ai rien à foutre. Non, mais à un moment donné, on tape toujours sur la tête de. Je veux dire, moi, je serai jamais maire de mon village. C'est horrible, quoi. Si tu prends à un autre niveau,
Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, tu vas t'en prendre plein la tronche. C'est miraculeux de dire que maintenant, un politique peut sauver. Et on attend trop des politiques. Je pense, à un moment donné, nous, dans la commune, on a un système plus win-win où, de toute façon, aide-toi et le ciel t'aidera. À un moment donné, il faut arrêter de penser que, voilà. Après, ça ne veut pas dire qu'eux ne doivent pas faire mieux. Hein, et là-dessus, il y a encore beaucoup de taf, hein, pour pas dire, voilà. Mais te dire que demain, on va voter pour quelqu'un qui va te sauver, moi, j'y crois pas, hein, quel que soit l'endroit. Hein. Mais pourquoi les agriculteurs bloquent les routes, sont en colère de manière générale? C'est quoi la raison principale selon toi? Bah, il y a... Moi, Et les dernières choses que j'ai ressenties, c'était la reconnaissance. Même si... alors, et c'est d'autant plus exprimé si la reconnaissance économique, elle n'est pas là, quoi. Si à un moment donné, tu es de plus en plus en difficulté, tu vas finir par bouger, quoi. Voilà, les manifestations qu'on a eues il y a 1 an et demi, bah, c'était ça, quoi. C'était... faut arriver à bouger, ou il y a 2 ans et demi maintenant. Faut arriver à bouger et changer un peu les choses. Mais voilà, c'est des difficultés économiques, l'impression d'être lâché aussi, quoi. C'est ça, quand on parle de Mercosur, tout à coup, tu as von der Leyen qui lâche le truc, hop, j'ai choisi. Mais tu fais partie de l'Europe, tu le subis ou tu l'acceptes depuis des années parce que la politique agricole commune date d'après-guerre, c'était la première politique communautaire avec le charbon et l'acier, si je ne me trompe pas. Et on est encore dedans et soi-disant on est accompagné, mais en réalité, on nous vend, voilà, et pour des choses où nous, on doit être les premiers de la classe en termes de qualité, et où on fait venir des trucs qui sont largement en dessous. C'est ça qui nous... Comment on demande à un agriculteur de produire sain, bio. voilà, bio. Alors, bio, c'est encore, je vais dire, une autre gamme, parce que c'est un label et normalement on connaît, mais de dire le plus simple possible, parce que honnêtement, en France, on est au-dessus du catalogue de l'Europe en termes de normes, et au-dessus bien de certains endroits où on a des produits qui sont interdits à la production en France. C'est comme si on autorisait une bagnole qui vient avec un moteur hyper polluant en France. Normalement, ça ne doit pas être accepté. On a des normes. Tu ne les fais pas venir de l'étranger si tu n'as pas des normes françaises. Ben, la viande, il y a des endroits, quand tu utilises des hormones pour faire de la viande, si tu l'autorises pas chez nous, ok, mais tu la fais pas importer pour que les gens en mangent en France. Et la concurrence, dans ce cas-là, elle devient déloyale. Tu as déjà suffisamment de concurrence déloyale pour pas en rajouter une en plus, quoi. Mais tu vois, la dernière crise qui m'a révolté, moi, c'est quand même les abattages de bétail, là, quand il y a Ouais. eu le virus. En fait, parfois, on a l'impression vraiment qu'on marche sur la tête et que l'État essaye d'imposer justement une espèce de politique zéro risque, comme d'habitude. En fait, on est dans une société hyper sanitaire où il faut prendre zéro risque, et donc du coup, ça devient liberticide à un moment donné. Mais on avait là, enfin, moi, ce que j'ai compris, c'est que le virus n'était pas létal pour l'homme, n'était pas très dangereux Ouais. pour l'homme, mais il était présent chez l'animal. Et donc, du coup, pour politique zéro risque, ils ont abattu des milliers d'animaux, tu vois, et donc détruit les élevages les bétails de plein d'agriculteurs. Tu vois, est-ce que c'est légitime du coup leur colère? Est-ce que c'est juste Alors, de l'émotion et il fallait alors le faire? Enfin, tu vois. je ne peux pas dire que c'est pas légitime. Quelqu'un qui se fait abattre son troupeau alors qu'il a bossé pendant des années pour, c'est inhumain, quoi. C'est inhumain. Tu es éleveur, tu as un troupeau, on te l'abat, c'est inhumain. C'est horrible. Par contre, de dire que parce que tu veux garder ton troupeau, tu risques de faire contaminer les autres, parce qu'il il y a eu aussi des moments où il y a eu des animaux qui se sont passés, il y avait des interdictions, des règles. T'en as toujours qui s'amusent à tricher. Et à cause de ces gens-là qui s'amusent à tricher, à un moment donné, tu dis, ben, si vous savez pas être sain et fermé, on abat tous ceux. C'est déjà arrivé dans le passé. Hein. Il y a aussi des pénuries qui sont arrivées à cause de développements sanitaires qui ont été catastrophiques. Alors, euh, je pense que ça a été géré, en tout cas humainement, de façon très compliquée. Certains syndicats ne l'acceptent pas, d'autres l'ont cautionné. Après, moi, je me dis là-dessus, il faut plutôt voir les scientifiques. A priori, le consensus scientifique là-dessus, il était de dire, il n'y a pas de... Enfin, si on veut réellement diminuer le risque, il faut abattre. Comme je dis, c'est horrible. Hein. C'est horrible. Hein. Mais en même temps, à un moment donné, si tu veux pas que tu contamines toute une région, faire interdire l'exportation de la viande dans d'autres pays, donc tuer le marché aussi de la France, hein, quelque part, il faut savoir prendre des mesures. Après, le problème, c'est comment on l'applique, comment on le met. Et certains en jouent parfois. Il y a des agriculteurs qui avaient accepté qu'on dise, voilà, parce que tu as quand même là un accompagnement, des indemnisations.
pas Ils ont toujours à été la hauteur. indemnisés, Ils ont été indemnisés. Il y a eu des enveloppes qui ont été augmentées parce qu'il y a eu un rôle des syndicats et c'est leur rôle de défendre ça. Et il faut, heureusement qu'on a des syndicats aussi. Mais à l'inverse, certains ne sont pas d'accord avec d'autres. On le voit plus qu'avant. Mais pourquoi ils étaient. Enfin, tu vois, j'ai du mal à croire que si les gens, les agriculteurs sont convaincus qu'ils vont être indemnisés. Bon, après, effectivement, il y a l'aspect émotionnel, on tue ton bétail, c'est des animaux, et j'imagine bien qu'on s'y attache et tout ça, mais je me dis, qu'est-ce qui fait que ça a provoqué autant de colère, tu vois? Bah alors la colère, elle a été médiatisée aussi parce que c'est pas arrivé dans autant d'endroits que ça, mais la Hmm. médiatisation des choses fait que maintenant le moindre événement devient voilà, et on aime bien, j'en parlais un peu tout à l'heure, on aime bien utiliser l'agriculture et la rendre oh, c'est triste, c'est dommage. Vous vous rendez compte, on est en train d'abattre ces pauvres gens. Les gars, ils étaient peut-être dans leur cuisine, ils avaient peut-être dit: «Bon, c'est tout, on fait une croix dessus». Ils étaient peut-être en train de pleurer la nuit, ils ont certainement pas dormi pendant une semaine, hein, ça je le comprends, hein, c'est hyper horrible, mais en même temps, bah, ouais, mais voilà, on va t'aider à revenir derrière, et à remonter peut-être, certainement. J'espère qu'ils ont été accompagnés psychologiquement parce que là, c'est pareil, ça peut être hyper compliqué, mais en même temps, si tu le fais pas, c'est tous les autres que tu vas risquer de foutre en l'air. Donc là, c'est une responsabilité, personnelle vis-à-vis du reste du collectif agricole. Alors voilà, et bah, tu as toujours, des gens qui vont te dire: «Ben, ouais, mais on appelle les médias, et puis on va, bloquer la porte, de la ferme pour pas que les gens rentrent». C'est pas forcément les agriculteurs. Certains ont refusé, je comprends. Chacun a le droit, et si l'agriculteur a refusé, c'est tout, il a fait venir ses copains. D'autres sont venus voir des gens qui on leur a dit: «Non, vous devez refuser, vous devez pas accepter». Ben, si c'est comme ça, voilà. Donc ça montre un peu aussi le côté médiatique qui pousse les choses et qui fait Qui que, les ben enfle et puis ouais, qui, voilà, je voilà, pense que qu'il y a ça un enfle discours un peu qui marche. ce phénomène-là, quoi. Et sur ce sujet de l'État, toi, personnellement, c'est quoi la plus grosse galère administrative que tu as eue? C'est-à-dire le moment où tu t'es dit, non, non, mais là, c'est quand même, ça déconne complètement, tu vois? Moi, par exemple, je sais que j'ai reçu Pierre Gattaz dans ce fauteuil il y a pas très longtemps, qui est aussi un vignoble, à côté de son ETI familial depuis 35 ans. Et il disait, mais voilà, des fois, une fois, j'ai reçu un email enfin, un courrier de la préfecture pour m'expliquer comment je devais couper mes pieds de vigne. Enfin, un délire, un truc, mais qui n'avait aucun sens. Parce qu'il y avait une nouvelle norme qui était sortie, etc. Tu vois. Donc, toi, est-ce que tu as vécu déjà un moment comme ça où tu t'es dit, non, mais là, vraiment, l'État, c'est n'importe quoi, tu vois? Bah, c'est sûr qu'on a parfois l'impression d'être pris pour des boubours, quoi, quand on te dit, ouais, la façon de faire. Alors, cet exemple-là, moi, je le connais pas parce que j'ai pas de vigne, mais c'est sûr qu'il y a des fois où, en tout cas, on ne laisse pas aux agriculteurs français la possibilité de créer et de formuler des propositions. Souvent, on nous impose. À l'inverse de la Suisse, les mecs, j'allais dire, ils sont accompagnés s'ils ont créé des bonnes choses ensemble et qui, vont de plus en plus vers le vertueux. On te pousse vers le vertueux et si jamais tu as bien fait, tu es accompagné. À l'inverse, en France, c'est non, ça t'as pas le droit, ça t'as pas le droit, ça t'as pas le droit. Restriction d'irrigation. On comprend qu'il faille faire attention à l'eau. Nous, on est dans un secteur, voilà. Sauf qu'à un moment donné, on te dit alors, faut pas mettre d'azote, mais oui, mais comment on fait pousser pour donner à manger aux gens? Si tu veux, tu as des silos, tu as l'agence de l'eau qui est son problème. Donc là, bah, tu as des règles. Demain, il peut y avoir d'autres règles à côté qui font que bah, tu es restreint aussi. Et si tu veux, on ne prend pas le global de l'ensemble pour le réfléchir. Un agriculteur, s'il ne prend pas le global de son activité, qu'il prend secteur par secteur, il ne va jamais s'en sortir, quoi. Si tu réfléchis en silo, ça ne va pas. Donc c'est aussi l'impression d'être infantilisé. Et puis à chaque fois, on te remet des normes en plus. Quand on te parlait de simplification administrative, quand on disait la reconnaissance ou le problème vis-à-vis de l'État, c'est que les normes, on les accumule, quoi. Le code rural, c'est le deuxième code après le code du travail, quoi, en termes d'épaisseur, quoi. Il disait qu'il y avait sept règles différentes sur l'histoire des haies et certains sont contradictoires. Donc à un moment donné, tu peux couper, mais pas à ce moment-là et pas à cet endroit-là. Et puis la préfecture, elle est responsable de ça. Mais comment tu veux savoir comment tu le gères? À un moment donné, tu fais par bonne foi, puis de temps en temps, tu te prends un scud parce que tu n'as pas bien fait. Il y en a qui se prennent des sacrés raclés à cause de ça, quoi. Les normes, les contrôles, toutes ces choses-là. Après, c'est normal qu'on soit contrôlé et qu'on fasse attention aux choses, Mais mais c'est trop, quoi. ah bah oui, c'est énorme, quoi. C'est être infantilisé et tu te dis à un moment donné, pourquoi on va pas sur le positif en disant, ben, voilà, comme en Suisse où si tu crées quelque chose avec un schéma organisationnel, et puis en France, on veut développer l'agriculture de régénération des sols, mais on veut pas de glyphosate. L'un sans l'autre, si tu veux pas labourer, tu utilises du glyphosate à des doses très restreintes
Et c'est pas sur des cultures qu'on va consommer. Donc c'est pas dire qu'il reste aucun résidu, non peut-être pas, mais quand on prend des cachets pour un humain, on sait qu'on aura des résidus un jour et on en trouve dans les bassins. J'allais dire rétention d'eau, hein, faut pas rêver. On a aussi des cachets qui arrivent là-dedans et des matières actives à cause de ça. Mais voilà, donc qu'on t'interdise ces choses-là ou qu'on t'oppose en disant ouais mais il faut faire comme ça, mais on t'interdit ça. Je peux pas, les deux sont antagonistes. À la limite, si on disait à tout le monde en France, vous devez produire bio parce que tout le monde consomme bio, les Français, les agriculteurs y arriveraient. Hein. Ça serait pas évident, c'est des transitions, c'est du long terme, mais ça serait possible. Après, est-ce qu'on aurait toute la quantité? Mais par contre, il faudrait pas autoriser de faire venir d'autres produits qui viennent d'ailleurs et qui sont pas dans les mêmes normes. C'est ça qui nous pose problème aussi. C'est le fait de ne pas être au même pied d'égalité de ce qu'on voit importer ou qu'on voit dans nos supermarchés, quoi. Parfois. Thierry, je te pose 2 dernières questions parce qu'on va arriver au timing et toi, je sais que tu dois prendre un train pour rentrer dans ton exploitation lilloise avec ta famille et puis à la ferme, puis voilà. Si tu devais passer un message aux gens qui nous écoutent sur les agriculteurs, ce serait quoi? Je dirais intéressez-vous à cette particularité. On a eu cette chance de Covid où à un moment donné, on s'est rendu compte que les éboueurs, c'était utile, les infirmières, c'était utile et les agriculteurs, c'était utile aussi parce que si on n'avait pas à bouffer, si nous, on était entrés en arrêt et en télétravail, on aurait eu une saison suivante compliquée parce qu'on n'aurait pas produit. Voilà, ce côté-là, c'est intéressez-vous. Alors, il y a plein de chaînes YouTube qui existent. Allez voir dans vos fermes. Moi, j'ai créé dans les bots, c'est une application qui permet de reconnecter, c'est le Airbnb de la visite de ferme, pour retrouver là où vous pouvez acheter quand vous allez en week-end, des choses comme ça. Donc, voilà, vous pouvez vous renseigner là-dessus, aller voir ce qui se passe, comment vivent les agriculteurs, aller les rencontrer. Alors, c'est pas toujours évident, mais il y a plein de chaînes YouTube qui existent. Moi, j'ai la mienne, mais il y en a plein qui expliquent ça. Et ça, c'est intéressant, je pense, de découvrir un petit peu notre monde. Si ça vous intéresse, allez-y, quoi. En tout cas, c'est open et on sera content de vous accueillir dans notre petit monde très complexe. Non, mais t'as raison, c'est intéressant, nous, à l'agriculture. Moi, c'est pour ça aussi que je te reçois. C'est que, en fait, on parle beaucoup des entrepreneurs, du digital, mais en fait, il y a un millier, enfin, tu vois, il y a des centaines de milliers de PME en France. Les agriculteurs en font partie. Et 360 000 fermes en France, voilà. Donc, donc c'est vous qui nous nourrissez et c'est important de pouvoir vous mettre en valeur. Et moi, je suis vraiment content de le faire. Merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Et dernière question, peut-être pour qui tu as le plus de gratitude aujourd'hui? Pour qui j'ai le plus de gratitude? C'est la question que je pose à chaque fois. Je suis curieux de la réponse. J'ai pas été jusqu'au bout pour entendre ça. Pour qui j'ai le plus de gratitude? Je le renverrai à tous les agriculteurs français, agricultrices, tous ceux qui ont encore envie justement de faire vivre ça, de s'installer, de découvrir et de faire découvrir aussi. Je pense que ceux qui arrivent à prendre le temps aussi, je pense, d'expliquer, de prendre leur courage à deux mains à un repas de mariage, de dire regardez, moi ce que je fais c'est ça, de ne pas se cacher derrière. Parce que c'est comme ça aussi qu'on arrive à mieux s'exprimer. Donc tous ceux qui arrivent à faire ça et tous ceux qui veulent bien écouter, essayer de comprendre. Je pense que s'il n'y aurait pas de guerre dans ce monde, si tout le monde s'écoutait, bon, c'est facile à dire, mais en même temps, il y aurait moins de complications aussi si les gens essayaient de comprendre les problématiques des autres, même s'ils sont hyper complexes, d'essayer de comprendre déjà. C'est ça. Et donc, pour moi, tous les agriculteurs, agricultrices, les jeunes qui s'installent, qui ont le courage de le faire, qui ont l'envie, qui ont ça dans le sang, c'est hyper bien. Et d'en parler, de s'ouvrir, donc tous ceux qui sont sur les réseaux aussi, quoi, voilà. Chacun à sa façon peut contacter du grand public, que ce soit simplement sur les réseaux sociaux. Et donc, voilà, tous ceux qui le font, pour moi, c'est l'essence des choses pour faire avancer les choses, quoi. Merci beaucoup Thierry pour ce témoignage hyper sincère. Suivez sa chaîne YouTube qui s'appelle L'Agriculteur d'aujourd'hui. Ouais. Il y a plus de 120 000 abonnés aujourd'hui. Ouais. Vraiment, c'est une super vulgarisation. Moi, j'en ai vu plusieurs. C'est une super vulgarisation des pratiques agricoles. Puis c'est assez marrant même à voir, tu vois, de comment tu plantes un champ de patates de temps en temps. Varié, c'est très varié. Le suivi de l'incendie que j'avais regardé qui était très touchant. Donc voilà, donc n'hésitez pas à regarder ce qu'il fait parce que c'est une super vulgarisation dont on parlait. Et puis bon retour et vive l'agriculture. Merci.